Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la question de la gestion des espaces urbains. Nous allons passer sur différents aspects justement de la vie en ville et notamment de tout ce qui concerne la gestion de l'eau, la gestion de l'alimentation, de la mobilité, des déchets, de l'énergie. Cependant, nous allons passer sur chacun de ces éléments assez rapidement parce qu'ils relèvent souvent du connu et il est inutile pour notre part, en tout cas, de s'étendre plus longtemps sur certains de ces aspects. Cependant, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai toujours avec plaisir. Concernant donc la gestion de l'eau, premier de ces grands aspects, puisque l'eau est indispensable à la vie humaine, la question qui se pose est quelles sont les priorités? Du captage à l'évacuation des eaux usées, la gestion de l'eau passe par différentes étapes, contrôle de propreté, distribution notamment. Or, pour le captage lui-même, plusieurs solutions existent. La plus simple, sous nos latitudes, c'est souvent de puiser directement dans des sources ou dans des cours d'eau, rivières, fleuves, dont l'eau est généralement potable, ou après filtration, disons, devient potable. Par contre, dans certains pays, il est parfois nécessaire de passer par une étape supplémentaire, celle de la désalinisation. C'est le cas notamment de plusieurs pays d'Afrique, à l'image du Sénégal, mais également de la Mauritanie, qui doivent, pour rendre l'eau potable, la faire transiter par de grandes usines qui évacuent le sel supplémentaire, le sel de l'eau de mer, pour rendre cette eau accessible au grand public. À titre d'exemple, vous le voyez ici, la consommation moyenne journalière par habitant est de 162 litres. Elle se décompose de la manière suivante. Vous le voyez, les toilettes en prennent une partie importante. Tout ce qui relève du bain ou des douches, de la machine à laver, de la cuisson et de la boisson, etc., sont, en termes de consommation, des parts importantes de la consommation journalière de chaque habitant. Bien évidemment, on parle ici de la situation suisse. La consommation journalière pour un Sud-Africain, pour un Nigérian ou pour un Brésilien ne serait sans doute pas la même, ou du moins pas forcément dans les mêmes proportions suivant les régions. Concernant le parcours de l'eau, tout débute à partir d'une station de pompage et de traitement des eaux. Comme vous le voyez sur ce graphique, l'eau va être puisée directement, puis acheminée dans une station de pompage et de traitement des eaux. Elle va ensuite être stockée. Souvent, si la station est suffisamment d'altitude, le stockage se fait directement dans la station avant diffusion, dans des réservoirs. Mais lorsque le terrain est particulièrement plat, ce stockage peut se faire au niveau de châteaux d'eau que vous avez tous certainement déjà vu ou dont vous avez tous déjà entendu parler. À partir de là, l'eau va être diffusée sur l'ensemble du territoire, dans l'ensemble des maisons et consommée pour les différents usages quotidiens de la population. L'eau peut évidemment être acheminée vers d'autres espaces, notamment les usines hydrauliques pour produire de l'électricité. C'est un autre cas qui existe. On ne parle pas ici de consommation d'eau courante, disons, mais ça participe aussi à la consommation d'eau des villes, puisque les villes consomment énormément d'électricité, d'énergie, et une partie de cette électricité peut être produite au moyen de l'eau. À partir du moment où elle va être consommée, l'eau va être récoltée, traverser les égouts, puis être acheminé jusqu'à la steppe. Petite parenthèse sur les égouts, à l'origine, tout allait au même endroit. Donc que ce soit de l'eau encore propre à la consommation, des déjections humaines, etc. À l'origine, au Moyen-Âge et pendant un certain temps encore, tout était jeté dans la rue, jusqu'à ce qu'on réalise que ça avait un impact, notamment sur la diffusion des épidémies, et à partir de là, on a mis en place un système d'égouts. Non, à l'origine, tout allait au même endroit. Et puis progressivement, on a créé un réseau séparatif pour justement distinguer les eaux qui sont encore considérées comme claires et les eaux usées. Ce qui permet d'éviter un surplus dans les stations d'épuration, dont vous avez l'illustration ici. Et donc justement, d'avoir une infrastructure qui soit plus fonctionnelle, plus efficace pour gérer l'afflux massif d'eau. Donc on est passé du tout à l'égout à un réseau séparatif qui fait la distinction entre eau claire et eau usée. Cependant, avant d'être relâchées dans un cours d'eau, les eaux usées doivent passer par plusieurs étapes, que nous allons aborder ici assez rapidement, mais que vous connaissez certainement, du moins en partie. La première de ces étapes, c'est le dégrillage. L'idée, ça va être de faire passer l'eau par des grilles de plus en plus fines pour éliminer déjà les gros déchets, branches d'arbres, cailloux, qui seraient tombés justement dans les égouts et qui se seraient accumulés. Une fois cette étape passée, on va franchir une nouvelle étape, celle du dessablage et du déshuilage. Le principe, il est relativement simple, c'est que les sables et les huiles vont se séparer du reste de l'eau. Les huiles, généralement, vont remonter à la surface et les sables vont se déposer au fond. Cette étape permet véritablement de séparer les différentes couches et donc de racler le fond et de racler le sommet, ce qui va déjà alléger passablement
l'eau polluée. Ensuite, on passe dans une seconde phase, une phase de décantation primaire. Dans ce contexte-là, on va laisser l'eau au repos, ce qui va permettre à certains éléments de se déposer, ce qui va constituer des boues d'épuration qui vont ensuite être brûlées. Puis on a une phase, vous avez ici la décantation primaire, puis on a une phase d'aération où on va brasser activement l'eau de manière à activer les bactéries qui sont naturellement présentes dans ces bassins et qui vont s'occuper de décomposer un certain nombre d'éléments. Puis on passera par une étape de décantation secondaire qui va créer de nouvelles boues qui seront à leur tour soit détruites, soit réutilisées puisque ces boues seront riches en bactéries. Et puis ensuite, on passera par une étape de clarification qui va amener au rejet de l'eau purifiée dans un milieu naturel. Donc, on suit tout ce principe que vous voyez ici à travers différentes étapes qui permettent justement de filtrer l'eau, de filtrer les impuretés et de rendre une eau aussi propre que possible à la sortie. Voilà un petit peu comment s'organise la gestion de l'eau. Donc vous voyez qu'on pourrait encore une fois détailler un peu plus ces différentes étapes. Le principe ici, c'est juste d'avoir un aperçu un petit peu général du fonctionnement de notre société du point de vue de la gestion de l'eau et donc de son captage jusqu'à son rejet dans les cours d'eau en abordant justement très rapidement, comme on l'a fait, la consommation à travers ce tableau que je vous ai montré précédemment. Autre élément par contre qui peut être intéressant à aborder, c'est la question de la gestion de l'alimentation. Comment la nourriture parvient-elle des campagnes jusqu'à nos assiettes? Des campagnes, bien évidemment, pour autant que on parle des campagnes locales, mais à l'origine, tout produit provient d'une campagne, qu'elle soit dans un autre pays ou pas, et va parcourir des distances plus ou moins grandes. Sachant que la plupart de ces paysans sont généralement réunis en coopérative. Le principe est relativement simple, seul, on est souvent assez faible pour négocier les prix, notamment face à des géants de l'agroalimentaire. Donc à partir du moment où vous vous mettez ensemble, vous vous réunissez en coopérative, vous êtes capable de négocier les prix de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus pertinente et bien évidemment, vous pourrez en retirer quelques avantages. Ces produits vont être achetés aux paysans par des grossistes. Ces grossistes, souvent situés à la périphérie des villes, vont acheter en grande quantité aux paysans et revendre aux détaillants. La plupart d'entre eux possèdent de grands espaces de stockage, comme vous pouvez le voir ici pour le marché de Rungis, en France, où ces grandes halles vont réunir de grandes quantités de marchandises. Là où certains grands chefs ou certains grands détaillants vont venir faire leurs courses, choisir les produits qu'ils souhaitent pour leur magasin, pour leur restaurant. Donc ces grandes halles sont aux mains de plusieurs grands grossistes qui possèdent la matière en grande quantité, qui va ensuite la vendre à des gens qui en ont besoin dans une certaine quantité, mais pas autant qu'au niveau des grossistes. Donc vous voyez ces grandes halles, vous en avez tous certainement déjà vu dans bien des reportages diffusés à la télévision. C'est des espèces de grands marchés où les produits arrivent en grande quantité et sont ensuite répartis entre les différents acteurs du réseau de l'alimentation. Ensuite, on arrive au niveau des détaillants. Les détaillants, c'est tous ceux qui achètent aux grossistes et qui vont vendre aux consommateurs. Ces détaillants, ça peut être des petites épiceries, par exemple. Donc vous avez ici l'un des étals. Les épiceries qui ont l'avantage de la convivialité et de la proximité, mais qui constituent bien souvent plutôt un achat de dépannage. L'idée, ça va être d'avoir de la variété, mais en faible quantité, pour alimenter aux besoins de la population sans avoir de stock trop important et donc sans avoir de trop gros gaspillage. Donc, petite épicerie locale qui fournit de tout, mais en faible quantité. Convivialité et proximité, comme j'ai dit, pour des achats généralement plutôt de dépannage. Les marchés, quant à eux, qu'ils soient fixes ou temporaires, sont la principale source d'approvisionnement dans les pays méditerranéens. En effet, les marchés, on les retrouve de plus en plus dans tous les pays du monde, bien évidemment. Vous en avez en Suisse, vous pouvez assez facilement les faire vos marchés suivant les dates qui sont fixées. Mais c'est un mode de vie, un mode de fonctionnement qui est très à la mode dans les pays méditerranéens où le climat se prête particulièrement bien à ce genre d'infrastructure et où la production locale, souvent maraîchère et fruitière, permet justement ce genre de vente de manière assez efficace. Donc les marchés, c'est une alternative aux grandes surfaces, aux épiceries, avec une dimension peut-être aussi plus conviviale, un peu à l'image de l'épicerie, et avec ce sentiment de consommer plutôt local, alors que les grandes surfaces proposent souvent des produits qui viennent des quatre coins du monde. Et c'est d'ailleurs l'étape suivante quand on parle de détaillants, la question des supermarchés.
qui eux sont très souvent situés à la périphérie. La logique, elle est très simple. Puisqu'il s'agit d'un approvisionnement qui est souvent hebdomadaire, l'idée, ça va être de permettre aux gens de venir faire des achats en grande quantité. Or, qui dit grande quantité, dit sac de taille relativement importante, et donc impossibilité de les véhiculer à vélo ou à pied. Donc, on va tout faire pour encourager l'usage de la voiture. La création de grands parkings, par exemple, qui permet justement la concentration et l'accessibilité de ces espaces aux moyens de transport. Ces espaces, malheureusement, soulèvent la question de la conservation. Et la conservation apparaît comme un véritable défi, puisque vous le savez, le gaspillage alimentaire est un gaspillage colossal à l'échelle de notre planète. On achète à titre individuel beaucoup plus que ce qu'on consomme généralement, mais les grands commerces, les grandes surfaces sont également appelés à gaspiller une part importante de leurs produits. Donc tout l'objectif, ça va être de gérer justement l'approvisionnement pour s'assurer à la fois d'avoir suffisamment pour la population, mais d'un autre côté, ne pas devoir trop jeter à la fin de la journée. D'où la multiplication des conserves et des produits emballés qui se conservent avec des additifs souvent plus longtemps. Malheureusement, avec des conséquences parfois relativement importantes sur la santé, en tout cas des conséquences qui ne sont pas toujours mesurées actuellement. Ce qui explique aussi pourquoi de plus en plus de gens privilégient les marchés plutôt que les grands centres commerciaux, tout simplement parce que la pollution est moindre et parce qu'on est un peu plus sûr, disons, de la qualité des produits qu'on achète. Dernier élément que nous aborderons assez rapidement aujourd'hui est la question de la gestion des déchets. En Suisse, on estime que chaque habitant produit environ 700 kg de déchets par année, ce qui représente une quantité colossale et une quantité qui a considérablement augmenté puisque vous le voyez, on est passé à l'échelle des villes de 2 à 6 millions de tonnes de déchets par année. Donc une augmentation qui est significative en l'espace de 40 ans. L'origine de ces déchets, elle peut être bien évidemment variée. Vous le voyez ici pour les différents pays du monde, la production de déchets par jour. Donc d'origine variée, comme je le disais, on peut avoir des déchets qui sont carnés par exemple, c'est-à-dire assez crûment vos animaux domestiques lorsqu'ils meurent. Il s'agit soit de les enterrer dans votre jardin, mais aussi parfois de s'en débarrasser. Et on a des entreprises qui s'occupent de ça. Ça peut être des déchets plastiques qu'il va falloir recycler d'une certaine manière. Ça peut être tout ce qui est bien évidemment recyclable, tel que le PET, le papier, le carton, mais tout ce qui doit aussi être brûlé, incinéré, parce que ce n'est pas recyclable, ou tout ce qui est compostable et va redevenir vert après traitement. Et justement, quel traitement pour tous ces produits ? On a plusieurs étapes, plusieurs possibilités suivant le type de déchet. Le premier, c'est la décharge, ou disons de la décharge à la déchetterie, dans le sens où la décharge consistait souvent à l'empilement de produits. Il en existe encore partout, mais souvent ce qui se passait, c'est que ces produits étaient finalement enterrés, enfouis dans le sol. Un peu à l'image de ce qu'on peut voir sur cette photographie. Et progressivement, avec l'inquiétude croissante pour l'environnement, on passe vers une revalorisation des déchets et un tri. L'idée, ça va être de trier pour écarter ce qui ne peut pas être recyclé, qui va forcément être brûlé, de ce qui, au contraire, doit être revalorisé, retraité pour produire autre chose. Et c'est d'ailleurs ce que l'on découvre de plus en plus fréquemment aux abords de nos villes, ces espaces où différentes bennes sont consacrées à différents produits. Autre possibilité, les usines de traitement. Bien évidemment, pour tout ce qui ne peut pas être revalorisé, on va les acheminer vers ces grandes usines de traitement qui vont s'occuper de l'incinération des déchets, comme en témoigne cette image avec de grands fours qui tournent très régulièrement. Ces usines de traitement vont produire très souvent de l'énergie, principalement du chauffage, à partir des déchets produits. Donc ça revalorise aussi une partie de ces déchets, mais bien évidemment, ça a un côté polluant assez important, d'autant plus que les matières premières qui sont utilisées pour la production de ces déchets non recyclés sera définitivement perdues. Vous connaissez certaines de ces grandes entreprises, Uto par exemple ou la Satom, qui fonctionnent sur ce principe et qui vont recycler une grande partie ou disons détruire une grande partie de ces produits.
Enfin, dernière possibilité, le retour en magasin, et ça se fait de plus en plus pour certains produits, notamment pour les piles, mais aussi pour les téléphones portables par exemple. Tout ce qui est matériel électronique est aujourd'hui récupéré par un grand nombre de magasins qui sont contraints légalement de le faire et qui permettent, en théorie, une meilleure exploitation des ressources. En théorie, bien évidemment, puisque ce qui se passe, qui a été démontré dans certaines études, c'est que ces magasins envoyaient leur production vers d'autres pays, notamment africains, où ces produits étaient déchargés dans des décharges à ciel ouvert et restaient stagnants dans ces espaces-là pendant une durée relativement étendue. Donc vous avez ici toutes ces procédures en fonction du type de produit. Certains vont être collectés, certains vont être triés, certains vont être ramenés au magasin, recyclés, d'autres vont être tout simplement incinérés. Tout dépend bien évidemment du type de produit à l'origine et des matériaux qui les composent. Quelle solution pour faire face à ces déchets, à cette augmentation progressive de la production de déchets, sans prendre une dimension morale? Je ne suis pas ici présent pour vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire, libre à chacun de choisir sa voie, mais il existe quelques solutions qui permettent de faire face à un défi qui se pose de plus en plus comme préoccupant, puisque les déchets sont de plus en plus nombreux et il s'agit de les évacuer dans les meilleures conditions possibles, sachant que les ressources planétaires ne sont pas inépuisables. La première de ces étapes, c'est bien évidemment le tri, l'idée de séparer les déchets recyclables des déchets qui doivent être incinérés. Et ça passe notamment par l'information aux citoyens. Vous recevez assez régulièrement, vos parents en tout cas, des documents qui indiquent l'heure d'ouverture des déchetteries par exemple, et des documents qui indiquent quand sont ramassés tel et tel déchet. Ce qui permet justement d'avoir une meilleure gestion à titre personnel de ces différents éléments. À cela s'ajoute la mise à disposition de plus en plus de points de collecte, à l'image des Molocs qui ont fleuri un petit peu partout en ville et qui permettent justement plus facilement de faire le tri. On n'a plus d'excuses aujourd'hui, dans le sens où, au lieu de jeter tout à la poubelle, on a des espaces qui sont clairement définis pour chaque élément. De la même manière, vous avez l'encouragement via la taxe au sac. Les sacs se sont multipliés dans la plupart des cantons suisses aujourd'hui et forcément, comme vous payez votre sac un peu plus cher, vous ferez un petit peu plus attention à ce que vous mettez dedans. Rien ne vous empêche de ne pas trier, vous êtes totalement libre, mais bien évidemment, comme les sacs coûtent plus cher, si les poubelles sont plus rapidement remplies, vous êtes perdant. Donc vous avez tout intérêt à trier ça de manière un peu plus assidue. Autre solution, plutôt que de trier, produire moins, tout simplement. L'objectif zéro déchet qui est très à la mode et que vous retrouvez sous différentes vidéos aujourd'hui, en est l'illustration, on est capable de produire moins. Ça demande quelques efforts, ça demande quelques adaptations, mais il est possible de faire face à cette question des déchets. Et c'est une question, comme je l'ai dit, qui est de plus en plus préoccupante, donc qui mérite une attention de plus en plus accrue. Voilà, nous nous arrêtons aujourd'hui pour tout ce qui est gestion de l'espace urbain. Nous reprendrons la prochaine fois à partir de la question de l'énergie et notamment de la mobilité, qui sont deux axes assez importants de la gestion urbaine. D'ici là, je vous souhaite comme toujours une excellente semaine et je reste encore une fois à disposition pour vos questions si vous en avez. À bientôt.